Dans la première séance de ce cours, nous avons posé deux questions qu'appelle son intitulé « Parler aux simples gens, un art littéraire médiéval ». La première question était de savoir qui sont ces simples gens et pourquoi j'avais placé l'expression entre guillemets. Et nous avons répondu provisoirement, en attendant de revenir sur des questions de lexique, que c'est une expression de l'ancienne langue, de l'ancien et surtout du moyen français, qui est généralement utilisée dans un contexte religieux, et parce qu'elle est généralement utilisée dans un contexte religieux, c'est une expression qui n'est pas péjorative, parce que l'infériorité sociale qu'impliquent ces simples gens est contrebalancée par la notion de sancta simplicitas, par l'idée chrétienne de l'inversion des valeurs du monde aux yeux de Dieu, et particulièrement par la référence implicite, mais toujours présente, à Matthieu 11, 25, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles, et de l'avoir révélé aux tout-petits. » La deuxième question préliminaire est de savoir ce qui peut laisser penser que l'art littéraire médiéval, plus que celui d'une autre époque, pourrait se préoccuper de parler aux simples, de s'adresser aux simples, alors que la littérature du Moyen-Âge ne cesse d'afficher son mépris des vilains. Enfin, nous verrons que les vilains ne se confondent pas du tout avec les simples, mais j'anticipe là. Et alors que cette littérature est tellement férue des modèles savants que lui offre la latinité classique. Et nous avions commencé de répondre à cette question en observant que la littérature médiévale devait faire face à des contraintes particulières qui n'existent pas à toutes les époques, ni dans toutes les civilisations, dans toutes les formes de culture. Quelles contraintes ? Eh bien, d'abord, avions-nous dit, les contraintes imposées par le recours aux langues parlées par les illettrés, et en particulier aux langues nouvelles, aux langues romanes, nées de l'évolution du latin parlé. Mais, avions-nous objecté, une langue des simples, une langue populaire, une langue rustique, c'est quelque chose qui existe dans toutes les civilisations. Pourquoi, dans ce monde médiéval, avoir tenu si vite à en faire une langue littéraire, à transformer presque à marche forcée la langue du peuple en langue littéraire? Pourquoi avoir écrit la langue des illettrés, et on l'a écrite, sinon nous ne connaîtrions par définition plus rien de cette littérature? Pourquoi avoir voulu contraindre l'expression littéraire dans les limites que lui imposait cette langue, limites qui étaient au départ étroites, s'agissant précisément de langues parlées par les simples, de langues encore raides, de langues peu aptes à exprimer l'abstraction? Et la réponse attendue, tout ça n'a rien d'original, que j'avais commencé à donner, c'est parce que j'ai donné déjà bien des fois, c'est que l'évangélisation rendait nécessaire le recours aux langues vulgaires. La religion du Moyen-Âge est le christianisme, qui a une particularité au regard du paganisme antique auquel elle succédait, c'est que c'est une religion qui exige une conversion, c'est-à-dire une adhésion personnelle, une conviction, et qui ne se borne pas au respect d'une pratique et de rites. Il faut donc parler pour gagner les esprits et les cœurs. Le grand thème de cette religion, c'est que la conversion est une conversion du cœur. Convertimini adit Dominus, escendite corda vestra et tot vestimenta vestra. Convertissez-vous à moi, dit le Seigneur, et déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. C'est une citation du prophète Joël qui est la première antienne du jour du mercredi des cendres, le jour de la conversion au début du carême, et qui oppose explicitement le rite, déchirer ses vêtements en signe de deuil, à la conversion intérieure. Et
Alors, donc, il fallait bien s'adresser à ces illettrés pour les convertir. Les lettrés, les literati, non, ceux qui savent lire et écrire, et en même temps le latin, puisque ça va ensemble, ce sont pas au Moyen-Âge, par définition, des hommes d'église, des clercs. Si un but qu'il soit de leur supériorité intellectuelle et sociale, ils ne pouvaient pas, ou qu'ils aient été, ils ne pouvaient pas s'exonérer du devoir de s'adresser aux illiterati dans la langue que ces illiterati comprenaient, dans une langue qui les touchait. Et je rappelle cette évidence, enfin toutes ces séances préliminaires sont un tissu d'évidence, que clericus et literatus d'un côté, laicus et illiteratus de l'autre sont pratiquement des synonymes et sont des mots qui sont interchangeables. Par exemple, Ducange, le vieux dictionnaire du latin médiéval, Glossarium Media et Infime Latinitatis, cite plusieurs exemples où l'on voit, s'agissant d'un monastère, une opposition non pas monachi conversi, les moines et les convers, mais les frères convers, on dit aussi les frères laïcs, c'est-à-dire les frères laïcs, et ce sont les frères convertis. Non, convertis, parce que, pourquoi convertis et pas les moines? Parce que, comme vous savez, on entrait au monastère, tout enfant, on vous mettait au monastère dès qu'on savait parler, qu'on était propre, et on y restait jusqu'à sa mort. Voilà. Et tandis que les frères laïcs, les frères convers, étaient des laïcs qui s'étaient convertis et qui entraient qui entraient au monastère à l'âge adulte. Et au moment, au XIIIe siècle, où sont apparus les ordres mendiants, les dominicains, les franciscains, un des traits qui a scandalisé au départ, c'est que les dominicains et les franciscains les recrutaient uniquement et systématiquement parmi des adultes, donc des gens qui avaient déjà vécu dans le monde. Et on disait, mais comment tiendront-ils? Quand on a vécu dans le monde, on ne peut pas s'habituer ensuite à une règle religieuse. Faire la parenthèse, donc bien souvent, donc, les moines ont fait leurs études au monastère, ils sont literati, hein, et on oppose les literati, les conversi. Bon. Je reviens, après une digression dans la digression, je reviens à mon sujet. Lorsque le français, comme les autres langues vernaculaires, sera devenu une langue littéraire et une langue de culture, on verra fleurir dans l'espace même de la littérature religieuse des ouvrages en français s'adressant à un public non pas inculte, mais ignorant du latin. Les conditions de la culture, de la relation entre la culture et l'écriture et la lecture auront entre-temps un peu changé. Nous y reviendrons. Et dans le cadre même de cette littérature religieuse, on verra ces textes, ces ouvrages, développer les ressources propres à leur langue. Et c'est à travers certains de ces ouvrages que nous mesurerons la spécificité de cette langue littéraire, s'adressant à un public qui n'est pas le public instruit normal, si je puis dire, et qui n'est pas non plus un public totalement inculte. Mais nous verrons aussi les gradations entre les différents publics auxquels s'adresse cette littérature de conversion. Et par exemple, mais là encore je pose des jalons, nous y reviendrons, à elle seule, la syntaxe et la versification propres aux langues romanes induisent des effets, et un effet général très différent produit par la complexité de la syntaxe latine. Et il faudra attendre l'âge du premier humanisme pour qu'un effort délibéré
transpose en langue vulgaire la période latine avec son ampleur et ses subordinations complexes. La nature de la prose française, par exemple, en sera très profondément modifiée. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit particulièrement si on suit le même type de texte à travers le Moyen-Âge. Mais en dehors même du recours obligé aux jeunes langues romanes et aux ressources soit spécifiques, soit à leur début limitées qu'elles offraient, deux autres facteurs se rencontraient pour encourager la littérature à revêtir une coloration nouvelle donnant le sentiment de la simplicité. Je reviens à ma question de départ. Deux autres facteurs que je crois j'ai déjà, dans une digression déjà évoquée la semaine dernière, pardonnez-moi, je ne cesse de me répéter, mais enfin bon, c'est comme ça. Et le premier de ces facteurs, c'était la perturbation que la Bible et le Nouveau Testament avaient jetée au sein de la rhétorique antique. Depuis les pères de l'Église jusqu'à l'âge classique, jusqu'au XIXe siècle même, le christianisme observe à la fois avec embarras et avec fierté que les livres bibliques n'obéissent pas au canon de la rhétorique et que, jugés à l'aune de la rhétorique et de la poétique païenne, selon les règles d'Aristote, de Cicéron, de Quintilien, ils paraissent grossiers et sans art. Et face à cette constatation, on réagit de deux façons. D'un côté, on tente de montrer que malgré les apparences, les livres bibliques offrent des exemples de toutes les formes littéraires que la culture païenne a pu définir et distinguer, l'épopée, la tragédie, l'idylle, le drame, le théâtre, etc. Et c'est ce que fait Saint Jérôme, qui trouve un exemple de chaque forme littéraire de l'Antiquité classique dans le panorama des livres bibliques. Et d'un autre côté, et à l'inverse, et en somme deux arguments contradictoires, on tire gloire de cette simplicité qui préfère la vérité nue aux ornements de l'art et qui manifeste sa vérité justement au fait qu'elle n'a pas besoin d'artifice. Dieu parle sans artifice. Et la rhétorique de saint Paul, des lettres de saint Paul, sorte d'anti-rhétorique, reflétant par ses affirmations tranchantes, ses retournements brutaux, un esprit à la fois assuré et tourmenté. Mais alors, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de péché. Mais alors, c'est la loi qui crée le péché? Non, pas du tout, etc. Et on passe sans arrêt de l'un à l'autre. Enfin, bon, vous voyez comment il fait. Et donc, cette sorte de rhétorique brutale, hachée, haletante en quelque sorte, devient un modèle ou un des types de modèles de l'éloquence chrétienne. Et comme je ne cesse de le répéter depuis 15 ans, la poésie, dévaluée comme un art du détour et de l'ornement, dévaluée surtout par son assimilation à la fable, c'est-à-dire à la mythologie d'une religion de l'erreur, le paganisme, retrouve une légitimité en prétendant rechercher la simplicité et préférer au style du poète le style du prophète. La rime est très fréquente dans la poésie médiévale et j'ai consacré il y a près de 15 ans à ce couple antithétique tout un cours qui avait ensuite fourni un chapitre en 2003 du livre Poésie et conversion au Moyen-Âge. Je m'aperçois que je marche toujours sur les mêmes traces, n'est-ce pas, comme ce personnage là, der Blonde Eckbert dans le Conte de Tic, ou comme les Dupont dans le désert. Le deuxième facteur qui non seulement
pouvait donner à la littérature médiévale l'apparence de la simplicité au regard de la littérature antique, mais qui pouvait aussi l'encourager à rechercher, à cultiver cette apparence de simplicité, c'était la récupération par les lettres médiévales de traditions étrangères aux formes littéraires antiques. Et bien que le débat sur ces questions soit sans fin et insoluble, faute de documents à assurer, bien qu'il dure depuis plus de 2 siècles, on peut supposer que les thèmes ou les récits d'origine soit germanique, soit celtique, qui sont présents dans les œuvres narratives du Moyen-Âge, étaient portés par des formes poétiques qui ont contribué à donner à la littérature médiévale en langue vulgaire, y compris dans les langues romanes, sa tonalité particulière. Une tonalité particulière, au fond, tout est là. Mais est-ce que cette tonalité a vraiment à voir avec une recherche de la simplicité? Une tonalité, quelque chose de très subjectif, c'est nous qui ressentons cette tonalité à la lecture des œuvres médiévales. Est-ce qu'elle est recherchée ou involontaire? Est-ce qu'elle existe seulement, cette simplicité? Ou est-ce que c'est une illusion anachronique du lecteur moderne? Non. D'où vient-elle? Qu'est-ce qui la produit, cette impression? Eh bien, cette impression d'une tonalité propre à la littérature médiévale et caractérisée par une forme de simplicité est produite en nous par un ensemble de traits qui sautent tellement aux yeux que nous sommes bien obligés d'en tenir compte et de les énumérer, et en même temps que nous le faisons avec réticence et presque avec honte parce que nous avons l'impression de constater des évidences. Et si on est savant, il faut naturellement ne même pas prêter attention à tout cela et traverser, au-delà d'une traversée des apparences, aller tout de suite à une herméneutique du texte. Mais cette impression, nous ne pouvons pas nous en défendre. Et si elle est fausse, et si nous nous contentons de vouloir l'ignorer parce qu'elle est fausse, nous ne parviendrons pas à nous en débarrasser. Donc, même à supposer qu'elle soit fausse, il faut bien débusquer l'erreur qu'elle produit en nous, et si au contraire elle a quelques fondements, il faut bien suivre le fil qu'elle nous offre, même si elle est, comme c'est certain, en partie trompeuse au départ. Donc, qu'est-ce qui donne cette impression de la simplicité? Eh bien, par exemple, nous considérons que les chansons de gestes sont le genre premier de la littérature du Moyen-Âge. Il est vrai qu'il en existe des spécimens très anciens, mais il y a d'autres formes littéraires pour lesquelles on a aussi des spécimens anciens. Non, pour nous, la chanson de geste, c'est le genre originel et archaïque. Pourtant, c'est un genre extraordinairement stable. À la fin du XIIIe siècle, au XIVe siècle, on continue à composer des chansons de geste exactement sur le même modèle que les chansons de geste du XIIe siècle, alors que les autres formes littéraires ont évolué. Ces chansons de geste continuent à produire sur nous cette impression de simplicité ou de simplicité archaïque. Qu'est-ce qui nous donne cette impression? Eh bien, ce qui nous donne cette impression, c'est le type de versification. Une versification raide avec une assonance au lieu de rime, très souvent. Donc, l'imperfection de l'assonance qui satisfait moins l'oreille que la rime. La répétition de la même assonance tout au long de la laisse. Les laisses, les strophes sont de longueur inégale. Ce qui marque le passage d'une laisse à l'autre, c'est le changement de l'assonance. Mais il se trouve, comme Jean Richnel l'a bien montré il y a longtemps, que à mesure que les chansons de geste évoluent vers une narrativité de plus en plus grande et un usage moins grand d'une sorte de système d'écho, de refrain, de jeu sur l'aspect affectif et comme physique du langage,
à mesure qu'elles évoluent vers la narrativité, la longueur des laisses augmente. Donc, l'un des traits qui produit en nous cette impression de simplicité, les effets d'écho et de refrain, les laisses parallèles, les reprises des laisses qui disent la même chose avec une légère variation et une assonance différente. Bon, ça disparaît. Mais la monotonie de l'assonance, ou de la rime, quelquefois elles sont rimées, ne fait qu'augmenter, puisque les laisses augmentent. Et qu'on peut avoir 50 vers, quelquefois 100 vers ou plus, dans des chansons de geste tardive de la même assonance. Donc il y a cet aspect-là. Il y a les phrases, et alors là, non, c'est question de syntaxe, les phrases brèves, simples, aux subordinations rares, qui coïncident généralement avec les limites du vers. Donc dans les 10 pieds du décasyllabe épique, et ce décasyllabe épique avait aussi avec sa césure asymétrique. Ce sont des décasyllabes coupés 4-6 ou 6-4, et jamais 5-5. Et donc, il y a ce décasyllabe à quelque chose d'un peu claudiquant, et en même temps avec cette assonance qui revient à la fin de chaque vers, cette psalmodie ou cette cantillation élémentaire et répétitive sur laquelle il est chanté, et chaque fois ce vers et la phrase, en somme, ou la proposition complète, incluse dans le vers. Et cette psychologie comportementale, si on peut dire, d'apparence sommaire, d'apparence seulement, enfin bon, quand on regarde de près, mais on ne décrit pas les états de conscience du personnage, contrairement à ce que fait le roman. On dit à la rigueur qu'il est en colère ou il est content, puis on décrit ce qu'il fait. Il se met debout, il rejette les grandes peaux de martre qui le couvrent, il apparaît dans son bliot de soie, il est si beau que tous les pères le regardent, ça c'est la colère de Ganelon. Et à partir de là, en juxtaposant le geste de l'un qui se met debout, le rire de l'autre, un mouvement, un faux mouvement, un geste manqué, on reconstitue, on n'a que cela pour comprendre les personnages. C'est une simplicité, c'est une habileté aussi. Le spectacle n'a aussi que cela à offrir, et Dieu sait les ressources qu'il offre. Donc tout est ambigu là-dedans. Voilà pour les chansons de geste. Dans la poésie lyrique, dans les chansons lyriques, c'est la ritournelle des vers courts, le retour des refrains, les onomatopées qui parfois accompagnent les refrains ou les constituent, traloriladon, dorelot, que sais-je, bon, les paroles élémentaires des chansons à danser. Bon, les chansons à danser, vous me direz, ont généralement des paroles élémentaires, pas seulement au Moyen-Âge, mais c'est voilà. Et dans les romans même, l'impression souvent de vers de Mirliton que nous donne le couplet d'octosyllabes. Dans la poésie personnelle, comme on dit, la poésie des congés d'Arras, de Claire de Vaudois, de Rudebeuf, que sais-je, cette poésie qui marque un tournant et une évolution dans les lettres médiévales, eh bien, ces rimes constantes en forme de calembour, ces jeux étymologiques indéfinis, pas corde, encordé, cordé, cordier, etc., par exemple, qui sont une virtuosité, mais qui nous paraissent sur le versant facile de la virtuosité. Et autre chose encore, alors, j'énumère tout cela à la fois qui va de soi et qui chaque fois, vous voyez, si on l'approfondit, comme j'espère que nous le ferons, est d'interprétation ambiguë.
Et peut-être. Et il y a autre chose encore, et qui est pour nous beaucoup plus frappant encore. Les chansons de geste, les romans du Moyen-Âge ne connaissent en apparence qu'un univers de superlatifs. Cet univers de superlatifs qui, pour nous, caractérise le conte populaire. On est toujours au comble du luxe, au comble de la beauté, au comble de l'amour, au comble de l'horreur. Et nous en concluons, mais nous en concluons généralement à tort, que cet univers est sommaire et manichéen. Et d'une façon générale, et à partir de ce monde du superlatif, une ressemblance entre cette littérature, ou une continuité apparente entre cette littérature et la littérature populaire, qui a fondé la théorie romantique et, de fait, le premier intérêt ou regain d'intérêt pour la littérature du Moyen-Âge. Donc, continuité avec les contes. Ce sont des thèmes de contes. Si on prend Arne Thompson ou Steve Thompson, The Motif Index of the Folk Tale, on retrouve toute la littérature du Moyen-Âge. Les chansons de femmes, caractéristiques de la chanson populaire, les chansons à refrain, le refrain, etc. Et puis, tant d'autres choses, le ton entendu, le goût des proverbes, les dialogues convenus, là, mais nous en avons parlé, la syntaxe simple par enchaînement de phrases coordonnées, sans la subordination complexe de la phrase latine, qui est particulièrement frappante, je le disais, dans les chansons de geste, mais qui est un trait caractéristique de l'ancien français ou de l'ancien occitan, enfin de l'ancienne langue romane, dont le principe syntaxique est l'enchaînement, la coordination, non pas l'emboîtement de la période. Et c'est en même temps, cette simplicité, comme vous voyez, ne coïncide pas avec le style bas de la rhétorique antique. Elle n'entre pas dans la hiérarchie des styles, ni dans les catégories de cette rhétorique antique que le Moyen-Âge connaît pourtant. La connaît très bien. Elle est d'un autre ordre. Elle affecte toutes les formes de la littérature. En un sens, elle n'est tout de même pas illusoire, parce que les traits que je viens d'énumérer existent bel et bien. Mais le saut interprétatif risqué est de les rapporter, ces traits, à de simples gens qui seraient auteurs ou destinataires de cette littérature. La simplicité n'exclut ni la subtilité, donc une complexité de la simplicité, ni un arrière-fond culturel profond. Et c'est pourquoi cette question est tellement compliquée, la question de la simplicité, que seule la lecture de textes particuliers nous permettra, au coup par coup, de nous y reconnaître dans la suite de ce cours. Et pour l'instant, le seul exemple tout à fait général que je proposais à l'instant, mais qui fait apparaître la difficulté de la question, c'est cette première prose française, cette première prose qui apparaît relativement tard comme forme littéraire, puisque avec la littérature française, et comme toutes les littératures, le vers apparaît d'abord. Cette prose, d'ailleurs, bon, le vers aussi, la première langue littéraire en français, c'est une langue de la coordination, de l'enchaînement. Bon. Et donc la première prose française a ses caractères. Mais avec l'humanisme, je le disais, paraît une prose française latinisante, qui est une prose plus entortillée, si on peut dire, du balancement, de l'amplification, du doublet, de la multiplication des propositions causales, concessives, finales, bref, d'une sorte d'armature logique de la syntaxe. C'est la prose, parce qu'on lit plus rarement la prose du XIIIe siècle, c'est la prose
qui est pour nous la prose de l'ancien français. C'est en fait celle du moyen français. La prose qui est encore la prose du XVIe siècle, la prose qui imite l'âge romantique. Les contes drôlatiques de Balzac imitent cette prose-là, et pas la première prose française, celle du XIIIe siècle. Mais en même temps, cette prose savante, cette prose lourde du XVe et du XVIe siècle, cette prose n'est pas savante si on veut, mais elle n'est pas nécessairement plus savante que la première, cette prose savante. Non seulement elle est au fond pour notre goût moins efficace, parce qu'elle est plus lourde, plus appuyée, plus explicite, plus redondante, et donc moins fine dans ses effets, mais encore, il y a un trait qui lui est objectif d'une certaine façon. Cette prose est particulièrement présente et particulièrement pesante dans les mises en prose des romans et des chansons de geste à la fin du Moyen-Âge, des œuvres en vers du XIIe et du XIIIe siècle qui deviennent difficiles à lire au XVe siècle parce que la langue a évolué et parce que la prose s'est répandue comme forme de la narration et qu'on réécrit en prose, particulièrement dans le monde bourguignon. Eh bien, ces mises en prose, on les voit ensuite se populariser dans tous les sens du terme, à travers l'imprimé, et plus tard à travers les livres de colportage, à travers la Bibliothèque bleue de Troyes. Et la littérature populaire ou la littérature qui est lue dans les classes de la société qui lisent le moins ou qui commencent seulement à lire ou qui se font lire par celui qui sait lire, eh bien, c'est cette prose qui est au départ cette prose humaniste, savante, latinisante, qui succède à la première prose, enfin rien n'est plus spontané en ce monde, mais enfin plus spontané du français au début du Moyen-Âge. Alors, bon, ces considérations, une fois de plus, m'ont éloigné de mon propos initial, mais elles montrent aussi que la question posée, et c'est une complexité de plus, peut être abordée sous deux angles. D'une part, celui des destinataires, qu'indique le titre du cours, parler aux simples gens. De l'autre, celui d'une simplicité apparente de la littérature médiévale, quel que soit son public. Simplicité complexe, encore une fois, car la littérature peut tirer ses effets de la simplicité sans provenir des simples ni du peuple. Au contraire, ce sont généralement les productions les plus réellement populaires ou qui ont le plus réellement en elles quelque chose de populaire, qui ont aisément aussi quelque chose d'endimanché, de boursouflé. La simplicité est un indice de raffinement. Et la simplicité, un exemple bien, la simplicité des poèmes de Robert Desnos, de Max Jacob, de Charles Cros, de certains petits poèmes d'Apollinaire, ce n'est pas une simplicité faite pour les simples. Elle déconcerterait ou irriterait plutôt les simples. Mais la simplicité de Prévert, oui, mais c'est une simplicité différente, c'est une simplicité plus sentencieuse, plus donneuse de leçons. Mais quand Max Jacob écrit pour les enfants et pour les raffinés, un poème qui commence par à Paris sur un cheval gris, à Issoire sur un cheval noir, à Nevers sur un cheval vert, à qu'il est beau, à qu'il est beau, à qu'il est beau, qu'il est beau, tchou, c'est pas le genre de poésie qui plaît spontanément aux simples. Donc voilà, nous sommes confrontés à une tâche complexe. Une tâche qui consiste à distinguer entre la littérature qui s'adresse aux simples, la littérature qui reproduit le langage des simples pour s'adresser aux simples, ce que nous verrons d'abord, la prédication par exemple, la littérature qui reproduit le langage des simples mais qui ne s'adresse pas
à des simples, la littérature qui fait parler les simples pour créer un effet de contraste avec un autre type de discours, qui fait parler des simples et des pas simples, par exemple, la littérature qui présente des traits de simplicité pouvant être interprétés comme indice d'une origine populaire, mais qu'est-ce qu'une origine populaire? La littérature qui présente des traits d'emphase ou d'imitation de la grande littérature pouvant être interprétés comme des indices d'une littérature populaire, la littérature de colportage dont je parlais tout à l'heure, de même que les costumes régionaux sont souvent, généralement, des habits populaires du dimanche qui imitent la mode des classes supérieures à une époque donnée et qui se sont figés dans cette imitation. Bref, il faut chercher la relation entre la simplicité et les simples, autrement dit, distinguer ce qui, dans la simplicité, renvoie au simple de ce qui n'y renvoie pas, ce qui s'adresse aux simples de ce qui ne s'adresse pas à eux, ce qui est produit par les simples de ce qui ne l'est pas. Et nous sommes ainsi ramenés à la question de la définition des termes, par laquelle j'avais commencé ou sur laquelle j'avais attiré l'attention en commençant, à la question un peu ennuyeuse à traiter, mais enfin dont nous ne pouvons pas faire complètement l'économie. Quel est le vocabulaire de la simplicité au Moyen-Âge? Quelles sont ses connotations? Et sans surprise, nous retrouvons, si nous examinons ce vocabulaire de la simplicité, nous retrouvons partout l'ambiguïté morale et sociale de la notion. Et d'abord, dans le mot simple lui-même. Le mot simple qui, comme le mot innocent, désigne à la fois la candeur prise en bonne part et la bêtise. Simple est un mot généralement élogieux, appliqué, et c'est un mot qui est toujours élogieux quand il est appliqué, comme c'est souvent le cas, à une jeune fille. Une jeune fille simple, c'est une jeune fille réservée, sans artifice, sans coquetterie, pas trop informée non plus. Il est associé à une timidité, à une pudeur de bon aloi. Par exemple, et l'exemple est intéressant parce que ça montre tout de suite que la simplicité n'est pas simple. Dans Cligès, le deuxième roman de Chrétienne III, Phénice donc, tombe amoureuse de Cligès, mais elle ne veut pas prendre l'initiative de parler d'amour, encore moins de déclarer la première son amour. Et elle ne veut pas le faire, dit Chrétienne III, non, ou plutôt, pas qu'elle ne veut pas, elle dit à sa nourrice Thessala que faire, ma chère nourrice, voilà, j'aime ce jeune homme, enfin, c'est quand même, je ne peux quand même pas le lui dire, je ne peux pas mettre la conversation sur l'amour, je ne peux pas le faire, dit-elle, car simple chose doit être pucelle et coarde, car une jeune fille doit être une créature simple et timide, peureuse, couarde. Bon, donc l'exemple est clair sur l'emploi du mot simple. Oui, mais c'est Phénice qui le dit. C'est elle-même qui le dit. Ce qui montre qu'elle n'est pas si simple que ça. Elle sait comment elle doit se montrer. Elle n'est pas si simple que ça, et le romancier encore moins, naturellement. Bon. Dans le roman de la Rose, Honte, le personnage de Honte est une personnification de la pudeur de la jeune fille. Il y a deux personnifications de la pudeur de la jeune fille. Honte, qui est la pudeur timide, et danger, faire danger, la pudeur, sinon agressive, du moins résistante, qui sait se défendre. Et honte est constamment dite simple. Honte qui est simple et honnête. Honte s'y fut humiliante et simple, humble et simple. Mais du coup, une jeune fille peut aussi se défendre d'être simple au sens de naïve et sotte.
Par exemple, la jeune fille méchante que Gauvin rencontre dans le Conte du Graal. Par Dieu, je ne suis pas si simple comme tu cuides de la moitié. Et une jeune fille trop simple est une proie trop facile, comme le montrent les fabliaux. Le fabliau de celle qui fut foutue et défoutue pour une grue, qui se passe à Vézelay, ce qui fait que j'aime bien Vézelay, j'ai une tendresse pour lui, et que je vous raconterai s'il était racontable. Et un homme trop simple dans ce domaine, c'est pire. Lui, il n'est pas simple, il est sot, comme dans le fabliau du sot chevalier de Gauthier le Leu, que je vous raconterai s'il était racontable, mais qu'il l'est encore moins. Et s'agissant cette fois d'un homme aussi bien que d'une femme, donc simple est associé à la pudeur féminine. Simple s'applique à la bienveillance et à la simplicité des manières. Là, ça peut être un homme comme une femme. Là, dans le roman de La Violette de Gerbert de Montreuil, une dédicace à la comtesse de Ponthieu, l'éloge de la dédicataire, elle est sage et simple et sans orgueil. Elle est une autre simple et de douce manière, simple et franche, n'est pas fière, etc. Et il est, ou encore s'agissant d'un homme, il est plus simple comme un colon, il est plus simple qu'une colombe vers ses hommes, vers ses barons, à l'égard de ses vassaux. Et vous voyez, c'est le seul contexte dans lequel simple désigne encore aujourd'hui une qualité morale. Avoir des manières simples, ne pas faire sentir sa supériorité, ne pas en écraser les autres, etc. Et encore, la supériorité que donne le rang, la fortune, la situation, nous paraît aujourd'hui si peu légitime que cet emploi, dans notre bouche, est généralement ironique. C'est un homme très simple, ça va de soi, n'est-ce pas ? Ce serait une faute morale que de ne pas l'être, donc ce n'est pas une qualité de l'être. Mais même dans le contexte médiéval, cette simplicité n'en est pas vraiment une, puisque c'est une simplicité voulue et étudiée. Et enfin, en bonne part, simple peut aussi, et ça nous ramène à notre entrée en matière, simple peut aussi désigner une attitude mentale et morale, celle de celui qui rentre en lui-même, qui renonce à jouer un rôle. Quand on joue un rôle, on porte un masque, on est double et on n'est pas simple. Celui qui renonce à prétendre, à faire semblant, et qui se livre tel qu'il est. Et cela, ça apparaît très fréquemment dans le contexte de la prière. Dans le contexte de la prière, on est bien obligé devant Dieu de se montrer tel qu'on est. On est obligé d'être simple. Et par exemple, toujours dans le Conte du Graal, Perceval, de Chrétien de Troyes, Perceval, après ces années d'errance et d'erreur, quand il n'a pas posé la question au château du Graal, lorsqu'il parvient enfin le vendredi saint dans la chapelle de l'oncle ermite, l'oncle, on dit, le chrétien dit, il s'agit de l'oncle, enfin l'oncle regardant Perceval, moute le vit simple et pleurant. Et là, le vers est d'autant plus important qu'au départ, Perceval est simple en mauvaise part. On n'a pas encore eu cette mauvaise part. Il est simple parce qu'il est naïf. C'est un simple, un innocent, un imbécile. Mais là, à ce moment-là, au terme, au bord de cette conversion qui va se produire ce jour-là, entre ce vendredi saint et le surlendemain Pâques, à ce moment-là, il est devenu simple dans un autre sens. Enfin, le sujet du roman, c'est l'apprentissage de cette simplicité en bonne part. Voilà. C'est l'apprentissage de la charité, comme on dit, et c'est l'apprentissage de cette simplicité en bonne part. Et là, l'oncle ermite le voit simple
et pleurant. Mais ce n'est pas seulement une invention, enfin il en serait capable, mais ce n'est pas vraiment une invention de chrétien et un jeu de chrétien sur le mot et sur le sens de son roman. On le trouve ailleurs à propos des prières. Par 9 fois fit cette prière à basse voix, à simple chair, l'expression simple. Et même dans ces transpositions du roman de Troie de Benoît de Sainte-Maure, où là, il sait que ça se passe, c'est la guerre de Troie, donc ce sont des païens, mais il décrit constamment le paganisme avec une coloration de la religion qu'il connaît, des rites de la religion qu'il connaît. Un sacrifice apparaît, il prépare un sacrifice à la déesse Diana, à la déesse Diane, à la troyenne manière, à la manière troyenne, aux simples voûtes et aux prières, avec un visage simple et en priant. Et enfin, et alors là, on glisse vers ce qui sera la mauvaise part, simple s'applique à des personnes d'humble condition, mais non seulement d'humble condition, mais aussi avec des moyens intellectuels limités. De sorte que là encore, le mot peut être employé soit en bonne part, ou du moins avec sympathie, soit en mauvaise part, si on insiste sur une stupidité coupable. Par exemple, un sermon en vers, à la simple gens, j'ai fait simplement un simple sermon, n'elfis à lettrés, car ils ont assez escrit et raison. À l'intention des simples gens, j'ai écrit simplement un simple sermon, et la répétition, je ne l'ai pas fait pour les lettrés, parce que eux, ils ont beaucoup d'écrits et de raisonnements, d'explications. Eux, ils ont ce qu'il leur faut pour leur culture et leur édification. C'est aux simples gens qu'il faut s'adresser. Mais, alors donc, le discours que tient l'auteur est ici simple par nécessité, parce qu'il s'adresse aux simples, mais cette simplicité lui demande un effort dont il pourrait se dispenser s'il s'adressait aux lettrés qui disposent de toutes les ressources intellectuelles. Vous voyez, c'est un simple discours, mais un discours qui demande plus d'effort à celui qui l'écrit, parce qu'il s'adresse aux simples, qu'un discours plus élaboré. Et où, avec la condescendance de Gauthier de Coincy, l'auteur des magnifiques miracles de Notre-Dame en vers, donc à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle, ne dit pour ce qu'aussi bonne âme n'est simple homme ou simple femme, comme n'est simple homme ou simple femme, comme l'issout-il. Je ne dis pas qu'un homme simple ou une femme simple n'est pas une âme aussi bonne, aussi vertueuse que quelqu'un qui a l'esprit subtil. Subtil s'oppose à simple parce que subtil suppose un dédoublement. Et etc. Et d'autres, enfin bon, je passe les exemples. Et du coup, le mot simple a toujours, enfin, il est très rarement utilisé uniquement en mauvaise part. Au pire, comme dans cet exemple, comme dans d'autres, il est utilisé avec condescendance. Et quand on veut se moquer vraiment de quelqu'un qui est à la fois stupide et d'un rang social inférieur, à ce moment-là, on peut utiliser, mais on n'emploie pas tellement simple. On emploie, par exemple, berger. Berger, donc le berger qui garde les bêtes est dans l'échelle sociale celui qui est tout en bas, le plus proche des animaux, et alors lui est considéré comme réellement sot. Et on emploie le mot en mauvaise part et sans référence à la sainte simplicité. Mais
tout de même, on peut voir le passage de l'un à l'autre, par exemple, dans une formule comme sont tuites si fort tribouleure, qu'herbes font paître à simple gens. C'est toujours Gauthier de Coincy. Ce sont les tribouleurs, ce sont des perturbateurs, quelqu'un qui trouble les idées, qui embobine, une sorte de charlatan. Ils sont de tels charlatans qu'ils font paître, alors l'expression est fréquente, paître de l'herbe aux simples gens. Nous avons l'expression bête à manger du foin. Eh bien, voilà. Ils sont, les simples gens sont induits en bêtise par ces charlatans. Donc, ces simples gens, on emploie simples gens, et ce sont donc des victimes, là. Les charlatans les induisent à manger du foin. Les bergers, eux, sont proches des bêtes, ils sont bêtes à manger du foin, mais sembler berger ou ne pas sembler berger est très très fréquent pour dire il avait l'air bête ou il n'avait pas l'air bête. Ou quand on se sent injurié, vous nous prenez pour des imbéciles, pensez-vous que nous soyons des bergers? Ou vous êtes bien bête, vous êtes bien berger. Et il y a un exemple littéraire célèbre qui joue de la sottise du berger, à la fin du Moyen-Âge, c'est la farce de Maître Patelin, qui permet au berger Thibault Lagnelet de gagner son procès en jouant le rôle du berger, en faisant l'imbécile, qui ne sait même pas parler, et ça n'étonne personne, on trouve que c'est naturel qu'il ne sache dire que bébé, puisque c'est un berger. Il est berger, mais le retournement de situation à la fin, que le berger provoque, en continuant à faire le berger, ce qui lui évite de payer Patelin quand il lui réclame son dû, c'est-à-dire que il montre qu'il est tout sauf berger, qu'il est tout sauf stupide. Et on sait aussi l'importance des effets tirés dans les pastourelles, du fait que la bergère est bergère, donc sa simplicité la ridiculise, mais elle lui permet aussi de ridiculiser le séducteur. Le séducteur la ridiculise parce qu'il s'adresse à elle pour se moquer d'elle, comme si elle était une belle dame à qui il faisait la cour, alors qu'il ne cherche qu'à parvenir à ses fins immédiatement et au besoin par la force. Mais la bergère ridiculise le séducteur en ne comprenant pas son langage et en ne répondant pas sur le même ton, de sorte que cela enlève toute efficacité au langage de la séduction, qui ne porte pas. Et lorsqu'on dit la toute première pastorelle conservée, celle dans Languedoc de Marcabru, est particulière parce que c'est la bergère qui a le dernier mot, elle ne l'est pas tant que cela. Elle joue de quelque chose qui est une convention ou une habitude du genre. Il y a une incommunicabilité entre les deux personnages et le vocabulaire de la séduction ne marche pas parce que ou elle n'est pas capable de le comprendre, ou elle feint de ne pas le comprendre. De même aussi que plus tard, la Marion du jeu de Robin et de Marion d'Adam de la Halle, qui, pour échapper aux tentatives de séduction du chevalier et ne pas être amené à entrer en conversation avec lui, fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il lui dit et d'être encore plus loin du monde du chevalier qu'elle l'est réellement. Est-ce que tu as vu un héron, un hareng? Non, j'en ai pas vu depuis le carême, etc. Bon. Mais ce sont ces bergers, ces ignorants qui ne savent ni ne comprennent rien, qui, parce qu'ils étaient des bergers, ont été les premiers informés de la naissance du Sauveur et sont arrivés à la crèche avant les savants et les mages, ce qu'on sait très bien, naturellement, ce qui est un sujet de sermon pour Noël. Et donc, même avec ce mot toujours employé en mauvaise part, le retournement finit par s'opérer.
Si, mais si nous parcourions le vocabulaire latin, mais j'en dispense, j'ai été trop long sur ces questions ennuyeuses, nous arriverions au même résultat qui est attendu. Laici, literati, rustici, rudes. Voilà. Tous ces mots ont leur exact équivalent en français, avec le même sens, sauf cependant illiteratus. Voilà. Illettré s'emploie guère en français, alors que lettré ou lettreur existe. Non. On peut probablement rapporter cette absence à une raison bien connue d'autre part, mais qui n'est pas inutile de rappeler. En latin, comme je l'ai dit tout à l'heure, illiteratus et laicus sont interchangeables et peuvent indifféremment l'un et l'autre s'opposer soit à literatus, soit à clericus ou à monachus. Et dans le cas où laicus et illiteratus désignent un frère laïc, un frère laïque, un frère convers. C'est que dans l'univers du latin, le clerc, par définition, c'est lire et écrire, et c'est le latin, l'un ne va pas sans l'autre, tandis que le laïc est illettré. La répartition est la même que dans notre monde d'aujourd'hui, ou du moins jusqu'à aujourd'hui, dans le monde médiéval latin. Ou bien on sait lire et écrire, et alors on a accès à la culture, ou bien on ne sait ni lire ni écrire, et alors on n'a pas accès à la culture. L'alphabétisation est la seule voie d'accès à la culture. Et même aujourd'hui, à l'époque des écrans, de l'image et du son, c'est ainsi que nous l'entendons. La culture passe par l'alphabétisation. Mais au Moyen-Âge, cela ne vaut que pour le monde du latin. Je vais terminer là-dessus. Dans l'univers de la langue vulgaire, celui qui ne lit pas, celui qui n'écrit pas lui-même, qu'il sache le faire ou qu'il ne le sache pas, ça n'a pas d'importance, n'est pas nécessairement un culte pour cela. Ce n'est pas pour cela qu'il est rusticus ou rudis. C'est une situation qu'a admirablement mise en lumière, il y a déjà une trentaine d'années, Brian Stock, qui a longtemps déjà occupé une chaire internationale ici, pendant un an, dans un livre qui s'appelle The Implications of Literacy. La culture des laïcs au Moyen-Âge n'est pas entièrement connectée à la pratique de la lecture et de l'écriture. Un marchand qui lit et qui écrit pour tenir ses livres de compte peut être parfaitement inculte. Un prince qui ne lit et n'écrit jamais lui-même peut être extrêmement cultivé parce qu'on lui fait sans cesse la lecture. Non. Et cela peut être vrai même dans des milieux plus simples, puisque pendant la plus grande partie du Moyen-Âge, la littérature, au sens le plus large et le plus général du terme, si elle se conserve et se diffuse par l'écrit, les manuscrits sont copiés et recopiés sur d'autres manuscrits, se pratique oralement, par la lecture, la récitation publique, le chant. Et là encore, alors, ça n'a pour nous cette conséquence sur laquelle je m'arrête ici, que et qui justifie mes guillemets, que ce vocabulaire de la simplicité et des simples gens a les conséquences littéraires que nous recherchons et que nous examinerons essentiellement dans le monde de la littérature en langue vulgaire. Dans le monde de la littérature latine médiévale, la situation est différente, ne serait-ce que parce que la littérature latine ne s'adresse pas directement au simple. Et si nous commencerons la prochaine fois ou dans 15 jours, enfin dans 15 jours, dans 2 séances, par examiner un ouvrage latin, c'est parce que cet ouvrage latin décrit les conditions de la prédication aux simples gens. C'est parce que c'est une sorte de manuel préparant à parler aux simples. Mais cela, nous le verrons après la coupure des vacances de Noël, et je souhaite à tous, que je souhaite à toutes excellente et un joyeux Noël. Merci.
Alors, attendez, deux choses. Il y a donc, le séminaire commence tout à l'heure et commence avec M. Jacques Nichet, que certains d'entre vous connaissent très bien, puisqu'il a occupé ici la chaire de création artistique en 2009-2010. Donc, ça vaut la peine de rester au séminaire. Et d'autre part, à partir de janvier, nous réintégrerons l'amphithéâtre Alpvax, puisque mon collègue Pierre Rosan-Vallon fait cours dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, et voilà, j'espère que j'aurai dégoûté suffisamment d'entre vous pour que nous tenions.